Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce journal. Le sommaire, 114 Maliens vivant en Centrafrique veulent regagner à tout prix leur pays d'origine. La raison est simple, les conditions de vie dans ce pays en crise sont devenues dangereuses. Le président gambien dans le collimateur des organisations de droits de l'homme pour ses 20 ans à la tête de la Gambie, Amnesty International Mali dénonce. Hors du Mali, les négociations sur le dénouement de la crise en Centrafrique prennent fin ce mercredi. Les rebelles musulmans de l'ex-Séléka expriment leur accord au projet de partition de la Centrafrique. Le Sénégal décide de se retirer de la 19e édition du championnat d'Afrique des nations Afrobasket des moins de 18 ans masculins en raison de doutes sérieux sur certaines identités. Présentation de ce journal Assa Sakiliba. En bref, mettre fin au commerce illégal de gadgets sur lesquels sont reproduits des images de billets de banque. Le directeur national de la BCEAO était ce matin face à la presse. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, informer les hommes de médias sur la vente d'articles conçus par reproduction de billets de banque. Nous y reviendrons. Crise en Centrafrique, 114 Maliens attendent d'être rapatriés. Comment vivent-ils dans ce pays déchiré par la guerre? Le représentant des Maliens de Bangui, Assi Badiara, nous parle de leur situation très précaire de façon globale. Il est au micro de Naïm Kale Zaman, membre du réseau des journalistes pour les droits de l'homme. Comme j'ai dit au départ, moi je réside à Bangui. Mais de temps en temps, ça fait la deuxième fois, je vais au nom du comité chercher ces enfants. Malheur qu'à la dernière minute, on a tué deux de nos parents, Soumaïla Tungaran et Moussa Marena. Moussa Marena, c'est tout récemment, même pas une semaine, il a été abattu à Beauportant. C'est le regret que moi j'ai senti au niveau de Boda. Et comment vous allez partir au Mali? Ça va se faire comment? Et quand? Bon, ça dépend de l'ambassadeur, celui qui traite au niveau des autorités maliennes. Comme ici, on a à sa disposition le moment voulu, s'il dit d'être prêt, nous on l'attend. Et nous vous proposons de suivre le témoignage de Maria Massanougou, une Malienne de 40 ans vivant en Centrafrique. Elle a vu fuir son mari et assister à la mort de certains de ses enfants. Elle lance ici un appel aux autorités maliennes. Nous étions à Bouguéré. C'est suite aux violences que je suis venue à Boda. C'est lorsque je suis arrivée ici que mon mari m'a abandonnée. Et c'est grâce à l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, que j'ai pu regagner Bangui avec mes enfants. Certains ont été tués, d'autres blessés. Aujourd'hui, nous lançons un vibrant appel au gouvernement malien afin de nous aider à revenir au Mali. Et voilà, à bon entendeur. Célébration ce mardi des 20 ans du président gambien à la tête de son pays. Amnesty International Mali prend à témoin l'opinion publique sur les graves exactions que subissent les Gambiens. Torture, détention arbitraire, disparition forcée de journalistes prisonniers d'opinion sont les maîtres mots de la gouvernance du président Djamé. Une situation que l'Organisation de défense des droits humains juge inacceptable. Les membres d'Amnesty International étaient hier face à la presse. Des précisions avec le coordinateur campagne et mobilisation Amnesty International Mali. Salif Fofana est au micro de Clédo Info. Cette conférence, comme vous le savez déjà, Amnesty chaque année organise vraiment des journées mondiales sur la Gambie. Et vous savez qu'il n'y a jamais ne tolère aucune opposition depuis qu'il est venu au pouvoir. Cette année, ça fait son 20e anniversaire et donc nous avons décidé d'organiser tout un programme qui comprend surtout une journée mondiale d'action et aussi un plaidoyer autour de l'examen périodique universel que la Gambie sera soumise en octobre 2014. Nous pensons qu'à partir de la conférence de presse aujourd'hui, l'opinion publique sera largement informée sur les exactions ou sur les violations graves qui se passent actuellement en Gambie, la liberté d'expression, les disparitions forcées, la peine de mort, etc. Nous pensons beaucoup que la mobilisation autour de la Gambie, surtout de la communauté internationale, il faudrait vraiment que la communauté internationale se sente beaucoup plus concernée de ce qui se passe en Gambie et que vraiment qu'ensemble nous nous mobilisons pour vraiment faire pression sur les autorités gambiennes afin qu'elles puissent respecter les droits. Pour rappeler, quand Yaya Jammeh avait commencé à exécuter les gens condamnés à mort, là, donc plus d'une vingtaine, mais seulement il s'est arrêté au niveau de 9 suite à des pressions d'Amnesty et d'autres organisations de la société civile.
Salif Fofana, coordinateur campagne et mobilisation d'Amnesty International Mali. Sur un autre plan, dynamique de développement harmonisé dans le cadre d'un projet transfrontalier d'aménagement hydro-agricole. C'est à cela que s'engagent respectivement le Mali et le Burkina Faso dans les régions de Sigasso et de Cascades. Les acteurs maliens et burkinabés se sont rencontrés à Luluni pour valider le rapport d'analyse socio-économique de ce projet transfrontalier. Le point avec Kassim Traoré. L'idée des pays frontières fait mouche. C'est pour cela que Maliens et Burkinabés se sont rencontrés à Luluni au Mali pour la validation du rapport d'analyse socio-économique du projet d'aménagement hydro-agricole à la frontière des deux pays. Ce projet concerne Wéleni au Burkina Faso, Nimbougou et Luluni au Mali. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Le 10 mars 2014, nous avons fait la restitution des études de faisabilité technique des ouvrages, des investissements qu'on doit faire et en même temps une institution d'études environnementales. C'est la suite logique de ces études que cette étude socio-économique a été commanditée. Il a été question aussi des lois politiques actuelles, les cadres juridiques et réglementaires et le développement des aménagements hydro-agricoles. Ngolo Ouattara, président du conseil régional des Cascades au Burkina Faso. Nous retenons que le développement tel qu'il est conçu actuellement au niveau des nations, c'est qu'il doit partir des communautés qui doivent s'approprier ce développement. Cette initiative des collectivités des deux pays de se mettre ensemble est soutenue par les autorités maliennes et burkinabées. Amadou Diabaté, conseiller au gouvernorat de la région de Sikasso. Par rapport à cette dernière phase, la coopération transfrontalière qui va tourner autour des projets d'aménagement des plaines, de réalisation des pistes et des marchés à bétail, nos impressions sont les plus bonnes. Et ça dénote encore que la notion des pays frontières est en train de faire du chemin. Ça dénote aussi de la cohésion entre les deux pays. Ce projet d'aménagement hydro-agricole a le soutien de la coopération suisse et du réseau Réussir la décentralisation. Merci Kassim Traoré. Nous restons dans la région pour parler de la campagne agricole, une campagne qui a démarré avec beaucoup de difficultés dues à la rareté des pluies dans certaines localités de la région. Contrairement à Bamako, la saison hivernale semble à présent être bien installée à Sikasso. C'est ce qu'on dit Zoumana Traoré dans ce reportage. En raison de la rareté de la pluie dans certaines localités de la région, la campagne agricole a démarré avec des difficultés, malgré la perspective d'une bonne campagne agricole présage à l'horizon. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre d'agriculture de Sikasso. La campagne a démarré avec certaines difficultés. Difficultés par rapport à la pluviométrie. Tout le monde n'a pas reçu les pluies au même moment. Mais comme déjà on n'était pas trop en retard, on s'est dit qu'avec une très bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace, à nos jours, en ce qui concerne la région de Sikasso, tout le monde n'est pas satisfait. On peut dire à 80-90%, quand même, la campagne donne une bonne perspective. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Cela va de soi qu'il y a des zones, surtout l'autre jour j'ai quitté la zone de Zégois, qui était en retard de plus de près de 10 jours. Bon, en hivernage, cela quand même pose souvent des inconvénients. Hormis la bonne répartition des pluies et les dispositions prises par le gouvernement malien pour accompagner les producteurs cette année ont été à hauteur de souhait. Surtout la baisse du prix de l'engrais subventionné. Et je pense que ça aura aussi son influence sur quand même les récoltes. Cette subvention de l'engrais a beaucoup requinqué le monde paysan. Reste à souhaiter une bonne pluviométrie pour une bonne campagne agricole. Soumana Traoré Sikasso, Radio Clédou. À l'étranger, le Sénégal a décidé de se retirer de la 19e édition du championnat d'Afrique des Nations Afro-Basket des moins de 18 ans masculins en raison de doutes sérieux sur certaines identités. Le Sénégal, qui devrait prendre part à cette compétition en sa qualité de champion en titre, préfère payer une amende pour désistement que d'en payer pour des fraudes sur l'identité, selon le président de la commission technique de basket du Sénégal, Ousmane Faye. Cette rencontre est prévue du 1er au 10 août prochain à Antananarive, à Madagascar. Les négociations sur le dénouement de la crise en Centrafrique ont été suspendues hier à Brazzaville. Les rebelles musulmans de l'ex-Seleka ne se sont pas présentés. Selon leur chef Mohamed Moussa Dafan, les délégués de la Seleka ne sont pas encore prêts à rejoindre les discussions de paix. Nous poursuivons nos pourparlers en interne. Nous n'avons pas encore pris la décision d'aller au forum, a-t-il poursuivi. Au même moment, la communauté musulmane retranchée à la mosquée centrale de Bangui a organisé ce mercredi une marche
marche pacifique pour exprimer son accord au projet de partition de la Centrafrique suggéré par les Séléka au forum de Brazzaville. Les premiers morts du vol MH17 de la Malaysia Airlines sont arrivés aux Pays-Bas. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Frans Timmermans doit se rendre jeudi en Ukraine en compagnie de son homologue australienne Julie Bishop afin de discuter avec Kiev de l'enquête sur le crash. Les boîtes noires de l'avion sont arrivées ce mercredi au Royaume-Uni pour y être analysées. Il est peu probable cependant qu'elles permettent d'identifier l'origine du tir fatal. Le Boeing 777 qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur a été abattu par un missile parti de la zone contrôlée par les rebelles soutenus par la Russie selon les États-Unis. L'avion de la compagnie Transasia Airways qui transportait 58 personnes s'est écrasé ce mercredi sur l'archipel taïwanais des Pescadores alors qu'il tentait un atterrissage d'urgence. Le bilan fait état d'au moins 45 morts et plusieurs blessés. Selon le directeur de l'aviation civile à Taïwan, Jean Shin, l'avion tentait d'atterrir en urgence pour la deuxième fois, mais les conditions météorologiques étaient difficiles en raison du typhon Matmo qui a atteint cette zone accompagné de fortes pluies et de vents violents. Retour à l'actualité nationale, les élus de Kolokani restitués à leur base. Les 3 députés dans la localité ont échangé hier sur les activités des 6 derniers mois de l'Assemblée nationale. Les débats ont surtout porté sur les 34 lois votées, la motion de censure, la déclaration de politique générale du chef de gouvernement et les questions orales adressées aux différents ministres. Le sous-préfet central de Kolokani, Fadjigi Théophile Koulibaly, nous en dit plus au micro d'André Traoré. Mes attentes sont comblées, ça je vous l'avoue, et sans embâche. Parce que les gens, il faut qu'ils se disent que le développement, ce n'est pas forcément le matériel. Il faut l'information, la communication entre aujourd'hui les élus et les citoyens. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est en train de faire le jour, qu'on appelle la redevabilité. Il faudrait que les élus, à quelque niveau qu'ils soient, se sentent vraiment contraints, obligés même de rendre compte à leur base, à leurs électeurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. La restitution à laquelle nous avons pris part aujourd'hui procède vraiment de cela. La restitution, c'est une obligation pour les députés. C'est vrai, on n'a pas toujours l'habitude de les voir sur ce terrain-là. Mais il faudrait que désormais ils s'habituent à cela. Qu'ils sachent que les citoyens qui les ont élus ont aussi un droit de regard sur ce qu'ils font. Ont également le droit de savoir ce qu'ils sont allés faire là-bas. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces restitutions sont rendues obligatoires. Donc je suis vraiment satisfait, comme je le disais tantôt, de ce qui a été fait. Et comme je le disais, les populations ont vraiment positivement et activement contribué à ce débat, comme vous l'avez à le constater. Voilà, là c'était le sous-préfet central de Kolokani, Fadjigi Théophile Koulibaly. À quelques jours de la fête de Ramadan, les lieux de prière se désemplissent plutôt. Les fidèles ne sont plus motivés comme les tout premiers jours. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage de notre stagiaire Assa Sidibé. Le mois de Ramadan est spécial. Les fidèles jeûnent pendant la journée. La nuit, ils partent à la mosquée ou forment des groupes de prière dans les rues. La prière est une obligation. Au début du Ramadan, il y a une forte mobilisation. Qu'en est la fin, Tata Kamisugu? Au début du mois de Ramadan, il y avait du monde. Actuellement, tel n'est pas le cas. Les femmes se font rares car elles sont occupées par des travaux ménagers. Les gens reviennent les 10 derniers jours de prière. J'encourage tout le monde à prier et à jeûner. Il serait mieux de terminer tout ce qu'on commence. Certaines habitudes des femmes ne riment pas avec l'islam. Sira Koulibaly. S'il plaît à Dieu, je continuerai d'aller à la mosquée jusqu'à la fin du mois de Ramadan et c'est ce que je conseille à mes sœurs ainsi qu'à mes mamans et je les conseille d'arrêter de porter des mèches au moins pendant ce mois. Ces raisons ne justifient pas l'absence à la prière. Sachons remplir nos obligations. Et voilà, merci beaucoup. Une information importante. Le président de la République initie une série de rencontres après la première phase de pourparlers à Alger. Sur ce plateau en direct, Kassim Traoré pour nous en dire plus. Bonsoir Kassim. Bonsoir Assa, vous l'avez dit. Vous savez que c'est demain en principe que la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères
Abdoulaye Diop doit revenir d'Alger après la première phase des pourparlers avec les groupes armés. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a initié une rencontre élargie avec toutes les sensibilités de notre pays. Aujourd'hui déjà, il a rencontré les responsables militaires du pays pour discuter avec eux des modalités à établir. Demain, Ibrahim Boubacar Keïta rencontrera les institutions de la République, les présidents des partis politiques, opposition et majorité, de même que la société civile et les responsables religieux. Et alors, Kassim, que faut-il retenir de cette première phase? En tout cas, on peut dire pour le moment qu'il n'y a pas eu un consensus sur la feuille de route qui doit permettre de définir les futures négociations. Donc à ce stade, il faut élargir les bases de données, pouvoir intégrer les préoccupations de tous les Maliens pour aboutir à une seconde phase qui va se commencer après la fête de Ramadan. Et voilà, merci Kassim Traoré. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Amara Kone est aux opérations techniques. Moi, je cède la place tout à l'heure à Yelimadi Konaté pour votre émission à l'autre Ledou. Bonne suite de programme sur la 101.2. Bonsoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.